Alors, moi, je vais faire plaisir à notre invité, c'était absolument pas concerté, mais si la saison s'arrête maintenant, parce que c'est ça le principe, si la saison s'arrête maintenant, le MVP, c'est Lamar Jackson. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour ce deuxième podcast de la semaine avec, comme tous les jeudis, le débat qui va s'articuler cette semaine autour du bilan de mi-saison, puisque nous sommes déjà à la 9e semaine de compétition terminée et donc à la mi-saison 2023, ça va vite, hein, le temps file à une vitesse, c'est incroyable. On va donc parler de nos coups de cœur de ce début de saison, de nos coups de gueule éventuellement, des déceptions, des personnes, des joueurs qui ont fait toute cette première partie de saison. On précise que quand on va faire les trophées, ce sera bien évidemment en tenant compte du début de saison. On va pas forcément se dire est-ce que telle ou telle équipe pourra continuer sur ce rythme et tout. C'est vraiment que sur le début de saison. Et on répondra aux questions des auditeurs à la toute fin de l'émission, bien évidemment. Avec moi aujourd'hui, mon équipe habituelle du mercredi, notre fan des 49ers qui s'apprête à reprendre du service ce week-end après son repos de la semaine dernière. Mon Seb, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux et bonsoir à tous les free agents qui ont signé des contrats bien juteux. Écoute, ça va très bien, on va faire un petit bilan de mi-saison, on va se dire, allez, si ça s'arrêtait maintenant, qui c'est qui est MVP, qui c'est qui est coach of the year, etc. Ça va être amusant. Voilà. On a avec nous le retour de notre rookie Arthur. Salut Tutur, comment ça va ? Salut Flav, salut Seb, moi ça va super, content de vous retrouver pour le bilan de mi-saison. On va choisir un petit MVP, ça va être sympa. Et on a un invité qui, ça nous fait plaisir parce que c'est un auditeur du podcast. Il a accepté de venir avec nous. Il nous avait contacté suite au podcast d'AFC Nord en nous disant que il aurait bien voulu participer. Donc on l'a invité à participer aujourd'hui. C'est John, il est fan des Ravens. Salut John, comment ça va ? Salut à tous et merci pour l'invitation. Salut à tous, merci pour l'invitation. Ça va très bien. Bon, ma tasse est vide, il faut que je me fasse du café après, mais sinon tout va. Prêt à défendre Sinon, tes ouais, Ravens ? ouais. Toujours. Ravens un Ah. jour, ouais. Ravens pour toujours. Voilà, on précise que John est donc fan des Ravens de Baltimore et donc il va probablement à un moment ou un autre défendre Baltimore pendant le podcast. Ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. On commence les amis avec les trophées donc de cette mi-saison. Alors on commence par quoi ? On va pas être très original, on va commencer par le MVP tant qu'à faire. Hein. Allons-y. Le joueur qui a le plus brillé pour vous depuis le début de saison, comme je l'ai mis dans le conducteur que j'ai donné à mes chers acolytes, on ne prend pas d'un côté réaliste. C'est-à-dire que si on peut nommer un running back, on peut nommer un receveur, on sait qu'il y a 95% de chances, on connaît la NFL, pour que ce soit un quarterback à la fin de la saison. Mais là, on prend vraiment le joueur qui nous paraît en meilleure posture sur le début de saison pour être MVP. On va commencer, évidemment, honneur à l'invité, par John. John, quel est ton MVP ? Pour moi, sans surprise, hein, c'est AJ Brown, hein, je suis à Philadelphie. Je vois pas de QB spécialement. Bon, toi, il était bon au début de saison, mais il se casse la gueule face à des grosses écuries. Pat Mahomes, bon, c'est plus sa défense que son attaque qui brille cette saison. Donc ouais, je mise pour l'instant. Si je mettrais un MVP, je mettrais AJ Brown. Ah, j'étais sûr que t'allais mettre Lamar Jackson. Non, même Lamar Jackson, il fait le taf qu'il faut, mais il fait pas comme en 2019. Il court quand il faut courir, il lance, voilà, il a une bonne protection de passe et il fait son taf, mais je vois plus AJ Brown. Si on devrait nommer un MVP en fin de saison là, si ça serait la fin de saison là, je mettrais AJ Brown. Arthur, pour toi. Alors moi j'ai mis un quarterback, mais pas celui que vous pensez. Il a mis Joe Burrow, non. Non, Encore heureux. CJ Stroud. CJ Stroud, carrément. CJ Stroud, Ah ouais. c'est certes un rookie, mais c'est un rookie impressionnant. Franchement, moi il m'a impressionné. Et les stats, elles parlent elles-mêmes, 2270 yards à l'heure où on parle, 14 touchdowns et une seule interception. C'est une saison vraiment très costaud. En plus avec Houston, équipe avec laquelle il amène un bilan qui était, je pense, inespéré. Donc pour moi, c'est CJ Stroud.
TJ Stroud pour toi, pourquoi pas après tout. Je pense qu'on sera amené à en reparler dans le rookie de l'année tout à l'heure, Ouais. dans le rookie offensif de l'année. Seb. Alors, moi, je vais faire plaisir à notre invité, c'était absolument pas concerté, mais si la saison s'arrête maintenant, parce que c'est ça le principe, si la saison s'arrête maintenant, le MVP, c'est Lamar Jackson. Et ça peut pas être CJ Stroud parce que Houston n'est pas en tête de sa poule et que Houston ne gagnera pas sa poule et que le MVP, il faut qu'il gagne sa poule. Donc ça ne pourra pas être CJ Stroud, Arthur, je suis désolé. Oui, mais Arthur va te rétorquer que les Ravens ne vont pas non plus gagner la division et que Si ce ça sera les s'arrête Bengals. maintenant, c'est eux qui sont en tête de poule. C'est ça le principe. Ça s'arrête maintenant. Le MVP, c'est Lamar Jackson. Pourquoi est-ce que le MVP, c'est Lamar Jackson? 7,7 yards de moyenne par passe lancée et surtout 10,2 yards sur passe par les play action, 71,5% de complétion, alors qu'il lance très souvent profond, enfin downfield, à plus de 10 yards. Et c'est particulièrement étonnant ce type de pourcentage avec ce type de lancer. Au sol, 48,9 yards par match, c'est le premier dans sa catégorie au poste de quarterback. 19 courses de plus de 10 yards ou plus. Il en avait fait 47 quand il avait été MVP en 2019, c'est ça? John me rafraîchira la mémoire. Il est saqué 6,6% du temps, c'est plus qu'un Jalen Hurts qui, à mon avis, serait deuxième dans la course au MVP actuellement, mais il a lancé que 3 interceptions. Il a fait 2 fumbles certes, mais il n'en a perdu aucun. 1954 yards de lancer, 9 touchdowns, 21 sacs seulement. Effectivement, comme l'a dit John, il est bien protégé. Pour moi, à ce moment-là, je ne vois pas qui d'autre peut être élu MVP. Très bien. Parfait. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Je donne rarement mon avis, mais si ça s'arrête maintenant, j'irai aussi sur la candidature de Lamar Jackson. Donc, tu vois, on va être d'accord. On va être d'accord. Et, Après, et puis, clairement, Jalen Hurts, Pat Mahomes, il y en a plein qui peuvent être dans la discussion. On a mis A.J. Brown dans la discussion. Il y a eu Tyreek Hill aussi qui a été mentionné dans cette discussion du MVP pendant ces dernières semaines. Mais clairement, Lamar Jackson. Oui, Et vas-y. puis, comme dirait Yannick, l'impression visuelle. Tu vois, tu parles de Jalen Hurts et de Patrick Mahomes. Même si ça monte en puissance, même si ça marche bien, Philadelphie ou Kansas City, on l'a souvent dit d'ailleurs ici, en attaque, ne donne pas cette impression visuelle de puissance et de rouleau compresseur des Ravens actuellement. Je veux dire, re-regarder le match contre Détroit, moi je le redis, ce match-là, j'ai regardé la première mi-temps et ça avait beau être un massacre, je suis resté dessus parce que je trouvais l'attaque hypnotique à regarder tellement c'était fluide et tellement c'était beau. Donc il y a aussi ça qui entre en jeu dans mon choix. Très bien. John, quelque chose à rajouter à ses compliments? Après, Après, il a tout dit. C'est sûr que sur les stats purs, si normalement, comme on désigne toujours un quarterback, c'est rare qu'on met un receveur. Un running back, c'est plus souvent qu'un receveur. Mais c'est vrai, quand on regarde toutes les stats, et je rebondis ce que tu dis sur le match de Détroit, c'était rouleau compresseur quand Seattle, 300, on met 300 yards à la course. Parce que voilà, les QB sneak, bah, ça recule à chaque fois d'un yard. Donc, on est descendu à 298. Mais sinon, on va dire 300 yards dans ce match-là. Et si on enlève les 2 défaites crades contre les, je dirais pas le mot parce que ça va m'irriter. Bon, je le dis quand même, contre les Steelers et contre les Colts qu'on n'avait pas le droit de perdre, on sera à 9-0 là. Et là, je t'aurais dit 100% d'accord, Lamar Jackson, MVP à ce moment-là. Mais c'est juste ces 2 défaites-là qui, pour moi, que je mettrais Jay Brown parce qu'il est il va péter le record de Megatron. Donc, Calvin Johnson pour ce. Bon, pour les plus jeunes. Mais voilà pour les plus jeunes. Donc pour moi, ouais, si avec toutes les stats que tu as dit là, ouais, c'est vrai que pour les QB, Lamar Jackson numéro 1. Mais après, en stats pur, avec la saison qu'il fait à Jay Brown, franchement, partagé entre les deux, mais mon cœur va quand même pour Lamar Jackson. Très bien, parfait. On passe aux joueurs offensifs de l'année. Alors cette fois, on va commencer par Arthur. On va changer l'ordre d'évolution. Mon cher Arthur, ton joueur offensif de l'année. Enfin, j'ai mis Tyreek Hill. Comment? Oui. Je disais plutôt que de l'année de ses 9 premiers matchs, parce que pour l'année, on verra à la fin de la saison. Mais Oui, le joueur offensif de la première moitié de saison. Bah pour l'instant, du coup, je mettrais Tyreek Hill, parce que avec l'attaque des Dolphins qui marchait très bien, enfin ça dépend contre qui. Moins contre les Chiefs. Moins contre les Chiefs.
Et contre les Bills aussi. Oui, aussi. Mais C'était mieux non, mais contre les sinon, Broncos. globalement, la saison, elle est très bonne de son côté. C'est comme AJ Brown. C'était dur de choisir entre les deux, mais j'ai pris Tyreek Hill. Parce que les deux, ils sont ils sont en route pour aller battre le record. Et que dire? Tiens, avant de t'interroger, John, sur ton joueur offensif de l'année, est-ce que tu penses que Tyreek Hill va dépasser les 2 milliards, toi, cette saison? Bah, tout le dépend du. J'ai pas regardé, j'ai pas Alors là, préparé il mes est à fiches, mais 1100, hein, quasiment, un peu oui, moins de j'ai pas 1100. préparé mes fiches, ouais, mais 1076. Voilà. le problème avec Miami, je mettrais pas Tyreek Hill parce que Miami se casse les dents contre des équipes avec un bilan positif. En fait, comme il disait dans TDA, il disait Miami gagne contre les petits et perd contre les gros. Et là, comme on a vu, toutes les défaites de Miami, c'est contre des bilans positifs. Mm. Les victoires où Miami gagnait, c'était contre des équipes, sans leur manquer de respect, éclatées. Donc quand on regarde, tandis qu'à Philadelphie, là, la NFC Est, c'est quand même une division compliquée. Tu joues 2 fois Dallas, tu joues 2 fois Washington, même Quand si tu joues les les Giants, Giants aussi. Voilà. voilà, donc ça, il y a quand même Dallas d'un côté, et la NFC quand même, je pense Tu cette joues Daniel saison, Jones. oui, voilà. Bon, maintenant, il y a Daniel Jones, il est aux Bon, urgences, maintenant tu donc joues maintenant Tommy il est en, DeVito, c'est oui, pas mieux, mais c'est bon. ça, oui, voilà. Ouais, tu pourrais même jouer, tu pourrais même rappeler Eli Manning, hein, ça serait pareil. On Donc, salue tous voilà, les donc amis fans des Giants, hein. oui, voilà, pour ceux qui aiment les Big Blue, hein. Pourtant, j'adorais Laurence Taylor, mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, moi je mettrais AJ Brown parce que voilà, il est pour la saison de Philadelphie à mi-saison là, 8-1. Il est quand même beaucoup plus. Je pense que c'est lui qui cherchera plus le record de Calvin Johnson que Tyreek Hill. On a vu Tyreek Hill contre les Chiefs à Francfort. Il voulait faire le malin, bah, fumble, perdu et recouvert pour TD. Donc, Clairement, je pense qu'il a voulu en faire un petit peu trop dans ce match contre les Chiefs. On en avait parlé lundi dans notre podcast débrief. Seb, ton joueur offensif de l'année, toi? Alors moi, Enfin, je de vais être cette d'accord mi-saison. avec Arthur, pour une fois. C'est Tyreek Chance. Hill également, parce qu'on va parler chiffres. 69 réceptions, 1076 yards, 8 touchdowns. Pour certains, c'est une saison pleine et on est qu'à mi-saison. Alors certes, il a une baisse de perf contre Kansas City. C'est quand même, alors, il y a ce fumble, c'est quand même 10 réceptions pour 62 yards. Et ok, Miami perd contre et Miami est faible avec les forts et fort contre les faibles. Je suis d'accord là-dessus, mais on parle d'un joueur. Et même dans ses défaites, à part ce dimanche contre Kansas City, Tyreek Hill, il n'a pas contre-performé. Jamais. C'est le playmaker le plus dynamique de la ligue cette saison. Et il est sur un rythme pour une saison à 2030 yards, sauf accident. Donc là, idem, la saison s'arrête maintenant. Pour moi, c'est lui pour l'Offensive Player of the Year. Et puis c'est délicat de ne pas lui donner de trophée, ni MVP, ni Offensive Player of the Year, alors que bon, ça reste quand même le leader en yards à la réception actuellement. Alors il y a un joueur pour l'instant qu'on n'a pas cité, c'est Mhm. Christian McCaffrey, qui m'étonne un peu, parce qu'il est dans aucune discussion. Toi, mon Seb, je pensais au moins que tu allais rendre hommage à ton Christian. Alors, ça m'est évidemment, ça m'est passé par l'esprit, mais il faut un petit peu abandonner aussi son esprit partisan pour ce type d'exercice. On verra, on fera les comptes en fin de saison. McCaffrey, sa grande force, c'est sa versatilité et c'est le fait qu'il court aussi bien qu'il réceptionne. Alors c'est vrai que du coup, que ce soit au sol, il est actuellement leader. C'est vrai que en réception, forcément, son cumul est moins impressionnant qu'un Tyreek Hill, dont c'est le seul travail entre guillemets. Je suis aussi étonné qu'il soit pas dans les discussions actuellement, parce que moi, dans les différents articles que j'ai pu parcourir sur le sujet, mais c'est pas forcément le nom qui revient le plus. On verra, on verra. Ça reste voilà un on verra d'espoir. Mais peut-être qu'il n'est pas pas dans les conversations actuellement aussi, dû à la baisse de régime des 49ers C'est fort qui ont possible. ce petit moment de faiblesse là avec ces combien, deux ou trois défaites de suite. Trois défaites de suite. Mais c'est vrai que même pendant ces défaites, Christian McCaffrey, et je reprends le tweet de Charles la dernière fois, de notre boss qu'on salue, euh, il disait bah tiens votre tweet hebdomadaire sur le touchdown de Christian McCaffrey, parce que même pendant ces trois défaites de suite, il continue à empiler les touchdowns, et on rappelle qu'il peut s'emparer seul du record cette semaine en cas de touchdown, le record de touchdown consécutif
donc dans des matchs NFL. Ça, c'est pour Christian McCaffrey. On passe aux joueurs défensifs. Je vais te redonner la parole, mon Seb. Joueur défensif de l'année, de cette première moitié de saison. Trop facile, Myles Garrett. Incontestablement. Y Miles aura-t-il Garrett, unanimité sur le sujet? Miles Garrett aux Browns, 9,5 sacs. Alors certes, j'ai beaucoup hésité avec Daniel Hunter, Moi aussi. qui Il y a quand qui même est à Daniel 10 Hunter. sacs, mais voilà, il y a un chiffre pour moi qui fait la différence. Miles Garrett, il a réalisé 9,5 sacs en 188 pass rush. Ça fait un sac tous les 20 rushs. Ok. Pour vous donner une idée, Daniel Hunter, il a réalisé 10 sacs en 280 opportunités. C'est vous donner une idée du monstre que Myles Garrett est. Il est deuxième meilleur pass rusher de la ligue, alors qu'il est quasi systématiquement double teamé. C'est le deuxième derrière Micah Parsons des Cowboys. Et donc, en plus, il crée des opportunités de sac et de tackles for loss pour ses coéquipiers. Donc, moi, j'ai déjà dit, voilà, envoyer cet homme au Hall of Fame. Hein. Bon, on va dire à un coup de casque près. Hein, on va pas chipoter sur ce qu'il a pu faire par le passé. Mais pour moi, c'est mon defensive player of the year. Très bien. Toi qui adores la défense, John, est-ce que tu vas aussi du côté de Myles Garrett, qui pourtant est un adversaire de division? J'allais dire justement ce joueur-là, parce que voilà, la défense de Cleveland et la défense de Baltimore qui s'affrontent dimanche, Oui. ça va être une sacrée bataille. Heureusement, on l'a joué à domicile, mais après, je suis tout à fait d'accord avec Myles Garrett. Mais je pense les coups qu'il mettait, les coups de casque, genre sur Antonio Brown, je pense que ça lui a remis les idées en place. Les bagarres qu'il y a eu avec les Steelers il y a 3 ans, peut-être. Ouais, 3 ans. En tout cas, Bon, depuis, il est irréprochable. ouais, c'est ça. Pour moi, Ouais. ça lui a refait une santé en fait. Moi qui suis Como en tant que joueur, je pense que ouais, les Como, ça lui a remis des bonnes idées. C'est devenu un joueur propre sur le joueur. Il vient plus pour faire mal. Il vient plus- Même si sur certains trucs, c'est sur sa lancée parce que les défenseurs sont clairement pénalisés comparé aux attaquants, que ce soit en niveau pro ou amateur. Tu touches à peine un joueur, un QB, le QB il fait un plongeon en arrière, brutalité sur passeur. Quand on regarde tout le temps les amendes qu'il y a, c'est brutalité sur passeur ou c'est tout le temps la même faute qu'on voit. Donc ouais, Myles Garrett largement. Et après, pour mon avis à moi, ça serait si on mettrait toute une escouade, ça serait l'escouade complète défensive de Cleveland et de Baltimore que je mettrais en joueur Ouais, au pluriel défensif de l'année. parce que c'est vrai qu'à Baltimore notamment, on a on en a parlé lundi. Il y a quand même une défense qui marche très très bien depuis le début de saison, qui est vraiment excellente. Arthur, toi, ton joueur défensif de l'année, Myles Garrett pour l'unanimité ou pas? Et oui, unanimité. Myles Garrett, tout a été dit avant. C'est un monstre. C'est un monstre. J'aimerais pas être face à lui sur un terrain. Enfin, ça risque pas d'arriver, mais j'aimerais pas quand même. Oui, alors c'est vrai que les chances que ça arrive sont faibles, ça je te l'accorde. Après, on sait jamais. Tu sais ce que la vie nous réserve, on va savoir. Mais c'est vrai que les chances sont faibles, quoi. Tu sais, Ouais, un jour, mais ça peut-être dans change un pas camp que c'est d'entraînement. quand même un monstre. Peut-être tu vas venir un jour en France dans un camp d'entraînement et puis tu auras l'occasion de le croiser, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Donc toi, Myles Garrett aussi? Ok, Myles Exactement. Garrett aussi. Alors c'est parti. Je vais te laisser la parole pour le rookie offensif de cette première moitié de saison, sachant que tu n'as pas le droit de prendre CJ Stroud puisqu'il est déjà ton MVP. Ah, Ah bah oui, il peut pas être. Bah oui. Bah oui, il peut pas être les deux. Le mec a bossé son alors, sujet là, dans on ce sent. improvisation, on va partir sur du Puka Nacua qui m'a impressionné. C'était pas le rookie que j'attendais cette année, mais il est quand même bluffant. Juste en termes de stats, c'est 827 yards à la réception pour peut-être juste 2 touchdowns, mais c'est quand même pas mal pour un rookie qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. C'est clairement pas celui qui a été le plus grand finisseur, effectivement, mais il a gagné énormément de terrain et surtout, il a énormément servi les Rams en début de saison quand Cooper Kupp était encore absent, quand il n'était pas encore revenu en santé. Et même quand Cooper Kupp a réintégré l'effectif, il y a quand même eu
une belle alchimie entre Puka et Cooper Kupp dans les premiers moments. Bon, maintenant c'est un petit peu compliqué pour les Rams. D'ailleurs, on rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu l'info que les Rams de Los Angeles ont fait venir Carson Wentz en renfort de quarterback. C'était hier qu'il a signé. Donc pour les Rams, il sera probablement backup de Matthew Stafford qui devrait logiquement revenir lors du prochain match des Rams. Ça, c'était pour le petit point info glissé au milieu des trophées. Vous voyez, c'est habile, hein, c'est très habile. Quel Bon, Seb, professionnel. ton rookie offensif de l'année, laisse-moi deviner. Allez, je miserai sur les Texans de Houston. Eh bien, tu mises bien, parce qu'effectivement, sans surprise, pour ceux qui m'écoutent, qui nous écoutent depuis le début de la saison, c'est CJ Stroud. On va quand même revenir sur sa perf de dimanche dernier. 470 yards lancés, c'est un record pour un rookie. 5 touchdowns, c'est le deuxième rookie depuis Matthew Stafford en 2009 à faire ça. Sur cette saison, plus globalement, c'est 14 touchdowns, une seule interception, plus de 8 yards par passe en moyenne. Il est troisième en nombre de first down amassés par la passe. Devant lui, c'est quand même pas n'importe qui, c'est Tua Tagovailoa et Brock Purdy. Et il faut voir aussi le contexte. Il a une offensive line qui est décimée par les blessures. Il n'a pas de jeu au sol. Et ses receveurs, ils s'appellent Nico Collins et Tank Dell. Ce qui est quand même pas. Alors, Nico Collins et Tank Dell qui jouent très très bien avec lui, qui font de très bonnes perfs, mais sur le papier, c'est quand même pas un casting 3 étoiles. Hein. Alors, attention à son taux de complétion qui est à 62%. C'est tout juste dans les standards. Mais d'un autre côté, il est obligé de lancer énormément en raison de cette absence de jeu au sol. Et également, quasiment 20% de ses passes sont out of target, c'est-à-dire vraiment très loin de leur cible. C'est le troisième de la ligue derrière Deshaun Watson et Matthew Stafford dans cette catégorie. Néanmoins, vu les performances, vu la façon dont il joue, parce qu'il joue déjà quasi comme un vétéran cet homme-là, Houston a une chance unique de construire autour de lui. Donnez-lui une ligne qui tient debout, donnez-lui un jeu au sol dès la saison prochaine, parce qu'il sera attendu au tournant, c'est sûr et certain, et peut-être qu'il y a un avenir particulièrement radieux qui s'annonce à Houston. Mais d'ailleurs, c'est l'heure du quiz, mais dis-moi, qui a fait une interception sur CJ Stroud cette année? Oh, bon sang de bonsoir. Mais qui? Ah, Mais c'était qui, comme dirait l'autre? Intercepté CJ Stroud? Allez, je Mais t'aide, c'est une très bonne question. Eh ben oui, je suis désolé de te le dire. Ouais, ben oui, donc c'est pour ça que tu as la réponse, évidemment. C'est Zach Bone qui l'a intercepté pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'était la seule interception à cette heure de CJ Stroud. Voilà, c'était l'info en plus. Ah bah oui, hein, tu sais, quand on peut flatter. Je vais pas avoir l'occasion de parler des Saints aujourd'hui dans les trophées de mi-saison, donc si on peut les caser à un endroit. Toujours un endroit pour le caser. Ça aurait fait un excellent le saviez-tu. Oui, j'aurais pu la garder pour faire gagner une carte cadeau, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je l'ai dépensé, ma question. John, toi, est-ce que en rookie offensif de l'année, tu irais aussi sur la candidature de CJ Stroud? Bah, clairement, hein, CJ Stroud, la saison qu'il fait, elle est dingue, comme tous les chiffres qui ont été dit. Après, il ne faut pas oublier que c'est un rookie, donc le QB, il est en développement, on le développe, et avec la player de blessés que tu as dit, et surtout dans ce match-là, c'est que le kicker, c'était le running back, donc un running back qui kickait. Donc faire des jouer des quatrièmes, c'est tout bon pour lui parce que ça le développe en même temps, vu que c'est un QB rookie. Il ira en s'améliorant. Après, le problème, voilà, on peut éclater une saison, et vu que la NFL, c'est une science tellement inexacte, on peut éclater une saison, et la saison d'après, on peut se faire éclater complètement. Donc, là, on peut dire Houston, il y a un bon problème et pas un mauvais problème. Donc, tout roule pour l'instant avec ce quarterback-là. On verra les 8 prochaines semaines et si tout roule pour eux. Mais pour l'instant, ouais, CJ Stroud comme rookie offensif de l'année. Je vois pas d'autres joueurs qui me viennent à l'esprit comme ça en offense. Et d'ailleurs, ça va continuer ce dimanche avec un match contre les Bengals, mon cher Arthur. Tu vas avoir l'honneur de recevoir CJ Stroud ce week-end. Je suis sûr que ça te fait plaisir. Cam Taylor-Britt va l'intercepter et il va commencer le déclin. Là, ça va être le match cauchemar pour CJ Stroud. Et c'est ainsi que Arthur vient de perdre toute crédibilité une nouvelle fois dans le podcast.
C'est quand Arrête, même ne te laisse terrible. pas faire, Non, mais Arthur, j'aime bien. défends-toi. C'est quand même Défends-toi. terrible. C'est quand même terrible. Alors, tu Bon, après, parlais, je suis allé tiens, oui, en parlant de rookies offensifs, et t'en as parlé très rapidement, Seb. Il y en a un aussi qui est quand même pas mal cette année, qui fait du bon boulot. Moi, je trouve c'est Tank Dell, justement. Il est quand même très complémentaire avec CJ Stroud. On n'oublie pas qu'il a été drafté qu'au 3e tour. Si ma mémoire est bonne, c'est 69 ou 70e choix de la draft. C'est ça. C'est quand même quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément jouer les premiers rôles. Il a déjà 3 ou 4 touchdowns cette saison. J'ai pas ses stats sous les yeux, mais c'est quelque chose comme ça. Il est à plus de 400 yards en réception. Bref, c'est quand même c'est relativement intéressant dans une attaque de Houston qu'on n'attendait pas forcément complètement explosive dans cette première moitié de saison. Donc, je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre les deux rookies, justement, entre CJ Stroud et Tank Dell quand il est appelé à jouer. Et on n'oublie pas l'apport, et lui c'est pas un rookie pour le coup, de Dalton Schultz, qui a fait notamment un très bon match dimanche, qui apporte aussi beaucoup et un peu d'expérience à cette équipe des Texans qui décidément n'a pas fini de nous surprendre. Le rookie défensif. Alors là, il y aura peut-être un peu plus de débat sur le rookie défensif, et je pense qu'il y aura encore plus de débat après sur le coach de l'année, mais ça, on va y revenir juste après. Arthur, ton rookie défensif, toi? Bah, alors moi, je suis allé avec Jalen Carter, avec Les Eagles. avec les Eagles. 4 sacs. Je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. J'ai pas énormément d'arguments à apporter, mais de ce que j'ai vu, parce que je suis quand même pas mal les matchs des Eagles, parce qu'ils sont toujours sympas à voir. Et je vois quand même qu'il s'incruste bien, et je vois pas qui d'autre mettre, parce que Devon Witherspoon, je le mettrai pas dans la liste. Enfin, je le mettrai dans le top, mais pas au sommet. Et non, je vois pas qui d'autre que Jalen Carter pour moi. Après, j'ai hâte de voir les avis de Sébastien et John, mais voilà. Je sens que Seb va partir sur Devon Witherspoon. Je sais pas pourquoi je le sens. Et je vais te dire pourquoi, parce que moi, je serais parti sur Devon Witherspoon. Vas-y, mon Seb. Alors, j'ai beaucoup hésité avec Devon Witherspoon, effectivement, mais j'ai penché également pour Jalen Carter. 4 sacs en 251 snaps joués, 29 pressures, un fumble forcé. Il a été un petit peu moins dominant dimanche contre Dallas. Ça a été bien contrôlé par Tyler Smith, mais il a collaboré c'est lui qui met la première pression sur le sac sur Dak Prescott à 2 minutes et quelques de la fin. Ce qui pourrait jouer contre lui en fin de saison, c'est qu'il a manqué un match à cause d'une cheville, et a priori en ce moment il a un petit souci de dos qui ne l'empêche pas de jouer, mais on sait que ça peut devenir handicapant. Alors, faut relativiser le terme de handicapant, hein, évidemment, sur une saison. Donc, pour le moment, je reste sur John Carter, mais Witherspoon tenait bien la corde. Voilà, moi, j'ai toujours gardé ce critère en tête, c'est si ça s'arrête maintenant, c'est qui? Si ça s'arrête maintenant, je pense que c'est lui. Je pense, moi, si ça s'était arrêté une semaine plus tôt, je pense que Devon Witherspoon aurait été un petit peu plus haut, mais qui va souffrir aussi lors de cette semaine de la prestation qu'il y a eu contre les Baltimore Ravens, justement, où il a été un peu en difficulté, mais ça reste quand même quelqu'un, Devon Witherspoon, qui est, si j'ai bien observé les stats, qui est le troisième à accorder le moins de yards par réception, derrière Xavier Howard et Eljarius Sneed, donc quand même qui sont quand même des références au poste. Donc voilà, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt des débuts convaincants pour Devon Witherspoon. J'irai sur lui, moi personnellement. Mais après, je respecte Jalen Carter ô combien. Il n'y a aucun souci là-dessus. John, pour toi, le rookie défensif, tu prends qui? Witherspoon, Carter, un autre? Il y a les deux cités là, ouais, ils sont performants. Après, j'avais aussi le defensive end des Lions, Aidan Hutchinson, qui fait une bonne saison. C'est vrai. Quand même, je crois, à 4 sacs et demi ou 5, je sais plus. Donc ouais, le defensive end des Lions peut prétendre aussi. Il peut tirer son épingle du jeu. Je pense que ça se jouerait peut-être entre les trois. Et sinon, ouais, sauf Pépin pour les deux autres, ça serait lui, mais ouais, Witherspoon aussi, je pars aussi sur Witherspoon. On vous Après, si avait on aussi aurait pu bien mettre. maîtrisé. Ouais.
Si on pouvait mettre vétéran vétéran de l'année, ouais, j'aurais pu en mettre un vétéran, mais comme on peut pas. Ah ouais, non, mais Bon, non, faut pas ça. je serais allé très loin, hein, donc je pense qu'il est déjà enterré en plus. Donc ouais, ils ont pas fait cette catégorie-là encore, ah, le mais, vétéran. c'est dommage, hein, il devrait. Hein. Roger Goodell, si tu nous entends, Tu nous le écoutes, vétéran de l'année. Ouais, tu nous écoutes, n'hésite pas à venir participer un jour également. Ça nous c'est fera ça. plaisir. Il y a pas de Avec un souci. petit chèque à la fin quand même. Ouais. On refuse jamais, hein. Tu sais, Ouais, nous, même on si a c'est de la 5-0, si c'est déontologie. 4-0, 5-0, je m'en fous, hein, je demande pas des millions. Hein. Ouais, Witherspoon et Carter, ouais. Peut-être Hutchinson, Witherspoon on et verra. Carter. Parfait. Alors là, je sens qu'il va y avoir débat. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Le nez me dit qu'il va y avoir débat. Je vais commencer par John, tiens. Comme ça, on va voir. Qui tu mettrais comme coach de l'année, mon cher John? Je t'écoute. Arbo, Ah bah oui. le corbeau. Ah, mais Arbo, depuis qu'il est à Baltimore, hein. Certes, il a fait peut-être 4 saisons un peu sans, mais sinon, il est à peu près comme Mike Tomlin au niveau statistique, même s'il a fait moins de saisons positives comparé à Tomlin. Mais John Harbaugh, ce qu'il fait, franchement, il transcende ses joueurs. De toute façon, on le voit dans les conférences de presse, on le voit sur le bord du terrain. C'est un esprit famille et on voit dans les résultats. 7-2, même si on aurait pu être à 9-0, c'est quand même un putain de grand coach et voilà, il n'a plus rien à envier à Billy Chick et à Andy Reid. Parce qu'Andy Reid, comme j'ai dit avant avec les Chiefs, c'est plus la défense qui fait gagner, entre guillemets, Kansas City. Donc, après Tiens, les autres coachs, bah, tant qu'on en est à parler des Chiefs, tiens, je vais passer la question de l'auditeur qui nous a posé une question aujourd'hui. On fait une petite parenthèse dans les trophées. La question qui a été posée sur X était la suivante. Seb, je vais te la poser à toi parce que tu as déjà répondu, mais tu vas nous refaire une réponse magnifique, je le sens. Et je précise pour tout le monde qu'il ne connaît pas la question avant que je lui pose, et c'est ça qui est beau. C'est qu'il a même pas été voir la question, je suis sûr. La question est la suivante. Est-ce que tu crois au réveil de l'attaque des Chiefs prochainement? Alors, réponse plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'on a eu ce petit débat lundi sur le passage à vide de Travis Kelce lors du dernier match. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, etc. Il faut se rendre compte d'un truc, c'est que malgré ce passage à vide du playmaker principal, Mahomes trouve quand même des solutions avec des joueurs autour de lui, des playmakers qui font pas des statistiques affolantes, loin de là, mais qui font le boulot et qui distribuent la balle. Alors, est-ce que ça donne une attaque flamboyante qui fait du feu d'artifice, qui fait péter les feux d'artifice sur tout le terrain, sur tous les terrains des États-Unis? Non. Est-ce que ça donne une attaque qui remporte des matchs, même si c'est pas forcément très très joli? Oui. Alors ça dépend de ce qu'on entend par réveil de l'attaque. Si effectivement on veut du football champagne, je pense que c'est un petit peu juste parce que ça manque de playmaker vraiment complémentaire à quelqu'un comme Kelce. Si on veut une attaque qui fonctionne et qui arrive à remporter les matchs en faisant, non quand même pas le minimum syndical, mais plus que le minimum syndical, sans pour autant que ce soit de la pyrotechnie, oui, oui, et d'autant que le club monte en puissance depuis quelques. Voilà. Ça me rappelle la fameuse question est-ce qu'on voit enfin le réveil des Bengals? Oui, rassurez-vous les fans des Chiefs, on voit le réveil des Chiefs. Rassurez-vous les fans des Bengals, hein, Arthur, on voit le réveil des Bengals. Ça, On, ça, on l'a ça va vu. aller, ça va aller. Voilà, ça, On n'est ça pas va aller, les aveugle. gars. Vous inquiétez pas, ça va aller. Tout va bien se passer. Respirez, madame. Tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Arthur, on en revient au coach de l'année. Donc on a Arbo du côté des Corbeaux. Qui vas-tu nous sortir de ton Alors, chapeau? je fais comme Seb, c'est que si la saison s'arrêtait là, je mettrais Dan Campbell des Lions. Parce que l'équipe, j'irais pas dire qu'elle sort de nulle part, mais c'est quand même une bonne surprise cette saison. Il bénéficie d'une division qui est pas au top, même si les Vikings peuvent peut-être remonter la pente, on verra. Mais à l'heure actuelle, c'est lui que je choisirais. Après, forcément, c'est une partie visible de l'iceberg, parce que derrière, c'est 6 victoires, 2 défaites, mais 2 défaites pas anodines, parce que c'est 2 défaites contre des contenders en playoff, des
des contenders au playoff, des favoris. Et les victoires, c'est face à des, entre guillemets, petites équipes, sans vouloir discriminer aucune. Ils ont battu les Chiefs. Rien. Oui, après, ça, c'est sûrement c'est l'effet de la week 1. Donc, mais après, c'est quand même. Je retire rien aux Lions, mais c'est pas, ça n'aurait pas été les Chiefs de la week 15. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il y a toujours des ajustements, et puis il n'y avait pas Chris Jones, et puis il n'y avait pas ça, évidemment. Ils ont bien joué. Pas qu'ils sont à la rue ni rien. Mais c'était juste pour mesurer le propos qu'ils avaient gagné que contre des équipes faibles, entre guillemets. On va quand même mettre les choses. Il faut relativiser. Mais oui, à l'heure actuelle, si la saison s'arrêtait maintenant, je mettrais Dan Campbell. Dan Campbell. Alors, Seb, vas-tu avoir un choix original? Vas-tu avoir le même que le mien? Sinon, je vais être obligé d'en parler. Vas-y, je t'écoute. Alors, déjà, je suis désolé, mais je ne vais pas être d'accord avec notre invité et avec Arthur. Alors, moi non plus. On va voir. Tu vois, déjà, on a ça en commun. Voilà. Ça commence pas mal. Pourquoi? Parce que l'award du coach de l'année, il récompense un entraîneur dont l'équipe a mieux performé que ce à quoi on s'attendait. Oui, bien sûr. Les Ravens, on les attendait au sommet de la division, ils sont au sommet de la division. Les Lions, alors j'ai hésité un petit peu avec Dan Campbell. Les Ravens, on les attendait en lutte avec les Bengals, même avec les Browns. À jouer les premiers rôles. Voilà, à jouer les premiers rôles. À jouer les premiers rôles. J'ai pensé à Dan Campbell, mais il faut se rappeler qu'en début de saison, il y avait quand même une hype Detroit Lions, donc je me suis dit que ça le disqualifiait un peu. Et donc, je vais vous parler d'un autre club. Je vais vous parler, messieurs, d'un club dont le quarterback est 29e de la ligue en rating. Bah oui, bien sûr. Dont le meilleur running back a 3,8 yards de moyenne en portée. Dont la défense est bonne, mais est 13e en scoring, c'est pas fifou. Dont le différentiel de points actuellement est de moins 30, qui se fait outgain par toutes les autres équipes adverses lors de leur match, mais ils sont 5-3 et cette équipe, c'est Pittsburgh. Les Steelers. Voilà, c'est les Steelers. Donnez cet award à Mike Tomlin. Alors certes, actuellement, ils sont 4e AFC Nord, mais à 5-3 et dans la NFC Nord, tout le monde, sauf Baltimore, est 5-3. Et ils étaient encore premiers il y a 2 semaines. Ils s'en sortent quand même, alors qu'ils ont perdu pendant un certain temps Deontay Johnson, qu'ils ont perdu pendant un certain temps Minkah Fitzpatrick, qu'ils ont perdu pendant un certain temps Cameron Ward. Il y a les rookies Joey Porter Jr. et Ken Benton qui brillent, mais Tomlin, il fait quand même beaucoup avec pas grand-chose, et surtout, il n'a jamais été élu Coach of the Year, ce qui me dépasse. Donc voilà, qu'on le lui donne cette année, on rétablit l'équilibre dans la force, et tout ira bien. Non, mais je ne peux qu'abonder dans ton sens. Enfin, je veux dire, le coach de l'année, c'est quand même quelqu'un qui doit tirer la quintessence de son effectif. Pour le coup, on peut pas dire qu'il soit servi extraordinairement bien niveau effectif. Déjà l'an dernier, il arrive à pas faire une saison négative alors que tout le monde lui promettait. Cette année, on se retrouve, tu l'as dit, il se retrouve à 5-3. Et on est tous d'accord, quand on a fait le podcast de l'AFC Nord, on s'est tous dit, mais on comprend pas comment ils font, les Steelers, comment ils font. Mais je crois que la réponse est simple, c'est Mike Tomlin. Je crois que la réponse au comment ils font, c'est ils ont Mike Tomlin. C'est aussi simple que ça. Voilà, on va pas aller chercher beaucoup plus loin. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Si on arrête la saison maintenant, alors je vais te dire, s'il y avait eu une victoire de plus, j'aurais mis Demeco Ryans dans la discussion aussi. Tu vois. Alors, des Texans. J'y ai pensé, mais je vais y revenir après. Je te dirai pourquoi j'ai écarté Demeco Ryans. Moi, tu vois, avec une victoire, au lieu de 4-4, ils étaient à 5-3. Il y avait discussion possible. On y reviendra tout à l'heure, mais j'ai un petit point qui me gêne, alors que j'aime beaucoup Demeco Ryans, pour plein de raisons, on le sait, mais on va y revenir plus tard. Là, regarde, je vais faire un petit mouvement sympathique. On va faire un peu de buzz et on va donner la parole à John sur Mike Tomlin, coach de l'année. Qu'en penses-tu, John? Qu'est-ce que j'en pense de Omar Epps, le chirurgien de Dr House? C'est vrai qu'après, il a tout pour lui. 16 saisons à Pittsburgh, aucune saison négative. La saison dernière, comme tu l'as dit, moi je pensais vraiment que ça va être la première saison négative de Pittsburgh. Je crois que tout le monde y croyait. Et ça a fini à 9-8 finalement, 3e de la FC Nord. Cette saison-là,
Ils sont deuxièmes parce qu'ils ont plus de victoires en division. Je crois qu'ils ont toujours pas perdu en division, donc ils sont deuxièmes sur le classement. Voilà, victoire en division, mais pas dans la conférence. Mais de toute façon, tout ce qui est Steelers, mon coach à l'époque, il était fan des Steelers. À chaque fois, on se prenait la tête. Voilà, Tomlin, on les défend, n'importe quoi. Donc, ce que j'en pense de Tomlin, qui reste avec sa blouse et qui reste avec ses Steelers. Hein. Rien que de dire ce nom, ça me donne de l'urticaire, hein, je te dis, les Steelers. Faut que je bois un café. Et on salue Romain de Steelers France qui va sûrement écouter ce podcast. Comme ça fera plaisir. Nous, moi et Seb, on pourra l'accueillir dans un prochain pod. Il sera content. Donc salut Romain qui revient en plus de Pittsburgh puisqu'il était parti voir les 2 derniers matchs de ces Steelers directement là-bas du côté de Pittsburgh alors comment il s'appelle leur stade maintenant? Moi j'ai toujours le Heinz Field. Moi, c'est toujours Anfield, hein, chez moi. Moi, je suis un vieux. Enfin bref, ils ont renamé le truc. Ils ont même plus les grosses bouteilles de ketchup. Bref, c'est n'importe quoi. on va faire un débat sur le Heinz Field. C'est le Acrisure Stadium. Voilà. Ça. Il a été rebrandé. Oui, pourquoi pas. Les amis, on a fait tous les gros trophées de cette première partie de saison. On va maintenant passer à l'équipe surprise, celle qui vous fait plaisir, celle où vous vous dites tiens, je ne l'attendais pas là, et bien sûr vous avez le droit de mettre les Saints de la Nouvelle-Orléans, c'est le moment. Celle dont vous avez envie de parler. On garde les Giants pour la déception, ça fera plaisir à notre boss. L'équipe qui vraiment vous fait plaisir. Alors évidemment, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Parce que bon, si on prend les Eagles, les 49ers ou je sais pas, ou les Chiefs, on s'attendait plutôt à ce qu'ils fassent une bonne saison. Donc là, c'est vraiment une équipe qu'on n'attendait pas forcément à un tel niveau et qui nous surprend positivement. Arthur, t'as choisi qui? Alors justement, j'ai pas choisi les Saints parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient en tête de la division, mais les Falcons. On l'est. Oui, c'est pour ça. Ouais, non, mais juste, en fait, justement, je m'attendais à ce que les Saints soient en tête de la division. Ouais. Tu peux me prendre pour un fou, mais c'est les Falcons que j'attendais pas forcément à ce niveau-là. Ils sont actuellement en train de se battre avec justement les Saints pour le titre de la division. Je pense qu'on les a avant la saison enterrés trop vite et c'est une belle surprise. Après, forcément le bilan est encore négatif, mais ça se bat pour le titre de division et du coup pour une place en play-off. C'est pas anodin. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le rookie offensif, on n'a pas parlé de Bijan Robinson. D'ailleurs, dans les possibilités, dans les possibles, il a très bien commencé. Il marque un petit peu plus le pas ces derniers temps, Bijan, mais c'est vrai que ça aurait été une possibilité. Et évidemment, alors quand tu dis on a sous-estimé, je sais pas de qui tu parles, parce que je rappelle que moi, dans la preview de la NFC Sud, j'avais annoncé, et Seb en est témoin, que les Falcons se battraient jusqu'au bout avec les Saints pour le titre de division. N'est-ce pas, mon cher Seb? Absolument, je les ai même mis possiblement premiers en titre. Et Dieu sait si ça me coûte de donner le titre aux Falcons. Pourtant. Et je l'ai fait quand même. Donc, autant dire que non, mais c'est pas. Enfin, c'est une poule qui est faible. De toute façon, la NFC Sud, tout le monde était d'accord pour le dire. Forcément, ce qui va sortir de là, ils ont tous un calendrier plutôt facile. Les Saints un peu plus facile que les Falcons dû à leur classement de la saison dernière, mais c'est de toute façon une division qui est faible. Donc de ce fait, bon, on a des équipes qui risquent d'être serrées. Même les Buccaneers ne sont pas encore complètement largués dans la course à la division. Seb, toi, l'équipe qui t'a ravi depuis le début de cette saison? Alors ça va être, je vais pas être très très original, je vais pas beaucoup m'étendre sur le sujet, ça va être le corollaire du coach de l'année. Je pensais effectivement à Houston, mais à la réflexion, ce qui a joué contre, c'est qu'à Houston, on a un coach qui a un profil défensif et on a une défense qui n'est classée alors en scoring que 14e, qui n'est classée que 24e contre la passe et qui n'est classé plus honorablement qui est classé 10e contre la course. Je trouve que pour un coach au profil défensif, c'est un peu faiblard. Donc, si on parle de l'équipe surprise, moi je vais reparler de Pittsburgh qu'on n'attendait pas.
performé à ce niveau-là cette année. On avait dit que l'AFC Nord, enfin j'avais dit du moins que l'AFC Nord, ça allait être 3 équipes qui allaient se battre comme des chiffonniers et une 4e qui allait essayer de garder la tête hors de l'eau, et je pense à Pittsburgh. C'est pas le cas. La bagarre est beaucoup plus acharnée entre les 4 clubs. John, ton équipe un peu révélation de cette saison, celle qui te fait plaisir à voir. Moi, après, quand je suis toutes les franchises, généralement, j'en suis qu'une, mais après, s'il faut en choisir une, forcément, j'aimerais. Après, je reviendrai juste au propos des deux collègues. Les Jaguars me font plaisir, parce que Sunshine, Trevor Lawrence, franchement, ce qu'il fait avec les Jags, je pense que ça va être la franchise qui jouera à Londres dans un futur proche, hein, parce que franchement, Londres, ça leur réussit. Depuis qu'ils gagnent à Londres, après, ils enchaînent des victoires en veux-tu, en voilà. Et les Jaguars, mine de rien, quand même se méfier. Après, c'est vrai que la NFC South, déjà la saison dernière, c'est la division la plus éclatée. On arrive à être en playoff avec un bilan négatif. Donc, je sais pas comment on fait, mais bon, la NFC South me le dira. Pourtant, paradoxalement, les équipes universitaires du Sud, c'est les plus costauds, mais en NFL, c'est les plus éclatés. Et après, pour la FC Nord, ouais, c'est vrai que depuis que la FC Nord arrive, parce qu'à l'époque, c'était la division centrale, il y avait les Titans dedans, il y avait les Jaguars et tout, mais quand c'est vraiment FC Nord, c'est la première fois que je vois potentiellement qu'il y ait 4 équipes de la même division qui seront en playoff. Ça serait du jamais vu. Non. Et voir Baltimore, Pittsburgh, Cincinnati et Cleveland en playoff, pourquoi pas. Mais je reste sur les Jaguars pour l'équipe qui me fait plaisir à voir. Ça a failli arriver l'an dernier avec la NFC Est, d'avoir 4 équipes en playoff. Je crois que c'était à 2 ou 3 journées de la fin dans la playoff picture, ils étaient encore tous les 4. Et puis finalement, les Commanders avaient disparu de l'équation dans les derniers matchs. Mais c'est vrai que en plus, avec les faveurs des matchs de division qui jouent généralement dans les dernières semaines, c'est à ces moments-là que ça bascule généralement pour une de ces équipes-là. Et c'est vrai que depuis que la NFL est passée à ce système de 7 équipes qualifiées en playoff, on n'a jamais vu encore 4 équipes de la même division prendre toutes les places restantes. Pour l'instant, si on arrête la saison aujourd'hui, effectivement, les 4 équipes d'AFC Nord sont qualifiées pour la suite de la saison, ce qui nous donnerait quand même des duels de play-off. Je ne vous dis que ça, parce que des duels de play-off au mois de janvier en AFC Nord, ça va être sympathique. Ça va pas donner des play-offs de poètes, hein, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va pas être de la grande poésie. Hein. Au contraire, l'équipe un peu décevante, l'équipe où on attendait beaucoup, et puis finalement, j'ai envie de dire plof, mon cher Arthur. Alors, je vous laisse les plus évidentes, mais moi, je vais partir sur un choix audacieux. Ça va être les Cardinals, mais, en fonction de ce qu'on a vu en début de saison, parce qu'en début de saison, on disait, ouais, c'est une équipe qui mérite pas le bilan qu'elle a. Et ça s'est avéré vrai. Ça s'avérait vrai au début, même si en ce moment un petit peu moins, mais c'est les problèmes de quarterback. Et ça me déçoit un petit peu que ce soit actuellement la pire équipe avec Carolina, alors que c'est une équipe qui mérite plus. Donc c'est un choix un peu hors de liste, mais c'est voilà. On a avec le retour de Kyler Murray. Ouais, voilà. D'ailleurs, en parlant des Cardinals, le retour de Kyler Murray cette semaine, qui devrait pouvoir faire son retour dans la NFL. Mon cher John, toi, est-ce qu'il y a une équipe qui te déçoit? Tu la voyais super forte, et puis en fait, pas tant que ça. Pas super forte, pas super forte, mais au moins qui pourrait jouer vraiment des troubles faits. C'est les Titans, parce que quand même avec Derrick Henry, avec D. Hopkins, bon, même si Tannehill s'est blessé. Franchement, les Titans, le bilan qu'ils ont avec les joueurs offensifs qu'ils ont, c'est vrai que c'est un peu le bilan qu'ils ont. Je me suis dit à la trade deadline, est-ce qu'on va prendre Derrick Henry? Mais quand je vois ce qu'on fait avec ce qu'il nous a sorti Keaton Mitchell, je fais, si lui il joue tous les matchs à 138 yards à chaque fois par match, ça va être lui le rookie de l'année. Donc, après, comme dirait l'autre, ouais, c'est ça. Et comme dirait l'autre, tu n'y arriveras jamais, Murray. Même si tu reviens, tu n'y arriveras jamais.
Tu resteras un pigeon d'Arizona et tu resteras un pigeon d'Arizona, malheureusement. Mais c'est vrai que les Titans déçoivent un peu. Je les attendais peut-être pas à 2, peut-être un bilan, allez, 6-5 peut-être, ou un truc comme ça, mais c'est vraiment l'équipe qui m'a déçu avec Au leur moins line offensive qu'ils ont. l'équilibre. Au moins l'équilibre. Ouais, voilà. C'est surtout que la FC Sud, on le rappelle, a pas elle non plus un calendrier extrêmement compliqué puisqu'ils croisent précisément avec la NFC Sud. Donc bon, il y a des matchs qui étaient potentiellement prenables pour les Titans. Et tant qu'on en a parlé des informations, on rappelle que les Titans ont décidé de bencher Ryan Tannehill pour l'instant la suite de la saison et de faire confiance à Will Levis, leur quarterback rookie, qui a fait les deux dernières rencontres. Bon, voilà, c'était un choix, on en avait parlé, je crois que tu étais avec nous, Seb, dans la preview de la FC Sud, on en avait parlé de cette possibilité en mi-saison, si ça tournait mal, de dire on tourne la page et puis on passe à l'avenir. Visiblement, les Titans ont fait ce choix-là de voir si Will Levis ça marchait. Ils avaient testé Malik Willis l'an dernier aussi, à un moment dans la saison. Bon, cette fois, ils ont tenté avec Will Levis, qui pour l'instant, sur ces 2 premiers matchs, n'a rien montré de catastrophique. Donc, à la rigueur, pourquoi pas le tester. Toi, mon Seb, l'équipe qui te déçoit un peu? Alors, j'en citais 2 très rapidement, je vais pas trop m'étendre sur leur cas parce qu'on en a suffisamment parlé. D'abord les Giants, évidemment. Après une saison avec des playoffs qui s'effondrent cette année de façon, spectaculaire et à un tel point que ça en fait mal au cœur. Alors, bien sûr, ils ont des problèmes sur leur ligne, bien sûr, ils ont des problèmes d'effectifs, mais, à titre personnel, je m'attendais absolument pas à ce que la chute soit aussi spectaculaire. Et puis, 2e équipe qui me déçoit, les Chargers de Los Angeles, ce qui était, dans une poule qu'on attendait relever, qui finalement est franchement dominée par Kansas City, puisque Las Vegas réussit quelques coups, les Broncos, je vais pas ce n'est pas leur faire insulte de dire que maintenant ils sont hors course et les Chargers, avec le talent qu'on peut trouver notamment en attaque, n'arrivent pas à concrétiser. Brandon Staley est peut-être en train de gâcher les plus belles années de Justin Herbert, que moi je considère comme un talent générationnel. Staley de toute façon ne sauvera sa peau que s'il accroche les playoffs et quand on regarde leur bilan actuel et la façon dont ils jouent, j'ai envie de dire Et que le c'est pas calendrier? gagné. Et le calendrier, oui. Alors oui, le calendrier, parlons-en du Parlons-en, calendrier parce que parlons-en. parlons-en, hein, parce que quand même, là, on a droit à Détroit, puis ils vont à Green Bay, les Packers qui sont pas en grande forme, mais c'est toujours compliqué d'aller à Green Bay. Ensuite, ils vont recevoir Baltimore, ils vont aller à New England, ils vont recevoir Denver, ils vont, aller à Las Vegas, ils vont recevoir Buffalo. Ils vont souffler peut-être un petit peu contre Denver, mais c'est à Denver et ils terminent en beauté avec les Chiefs. Donc effectivement, la suite du calendrier, elle est pas tendre et même face à des équipes qui sont dans le creux de la vague actuellement comme New England ou Denver, eh ben, moi j'ai envie de dire que pour les Chargers, c'est pas des matchs qui sont acquis, hein. Mais le problème, c'est que dans leur calendrier des adversaires les plus, je mets des guillemets, faciles, parce qu'on sait qu'en NFL, il n'y a pas d'adversaire facile et que tout le monde peut battre tout le monde à peu près. Mais on a quand même 2 fois les Broncos, une fois les Raiders, qui sont des adversaires de division en plus, tu vois. Et En plus. les matchs, les autres matchs soi-disant faciles, c'est les Packers et les Patriots, et il me semble qu'il y en a au moins des 2 qui à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Donc, allez, Les deux, les mon deux, les deux colonel. sont à l'extérieur. Ils vont, ils vont à Lambeau Field et ils vont à Gillette Stadium. Donc bon, c'est pas gagné quoi. C'est pas gagné, c'est pas gagné tout de suite. Alors je suis un peu étonné, il y a personne qui a parlé des Bills dans les déceptions de ce début de saison parce que c'est quand même pas Bah, tiens, fifou tu veux non que j'en plus. parle? Pardon, Arthur? Tu veux que j'en parle? Parce que Ah bah je peux vas-y, aussi en parler. C'était dans mes différentes notes. Et j'ai parle-en. quelque chose. Bah, Buffalo, c'est décevant. Buffalo, c'est décevant parce que le bilan, bah, pour l'instant, d'ailleurs, à l'heure où on vous parle, ils ne sont pas en playoff. Ils Non. sont avec un bilan de Bah non, 5-4. puisque c'est que l'AFC Nord qui est en playoff, hors Oui. champion de division. Donc, Non, mais les Buffalo, ils perdent des matchs, des matchs bêtes. Et ça, en fait, c'est pas nouveau. Ça fait quand même quelques semaines que ça devient inquiétant. Je crois que ça a commencé après la victoire face à Miami, où ça a commencé à se dégrader. Et ça se confirme, ça se confirme, ça se confirme. Josh Allen, il lance beaucoup trop d'interceptions. L'attaque, elle n'est pas assez. Il manque quelque chose. Bah, du coup, pas d'interception.
Et, et les matchs perdus bêtement, bah ça va compter dans le bilan à la fin de la saison. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est une grosse déception parce qu'on attendait justement des Bills capables de rivaliser avec les grands noms de l'AFC. Hélas, de ce que je peux voir, c'est pas le cas. En parlant de calendrier difficile, on en parlait pour les Chargers, mais les Bills ils sont servis aussi, hein, parce que dans les opposants les plus faciles qui restent entre guillemets, on a les Broncos et les Patriots, qui sont des adversaires de division pour les Pats, et on a aussi les Eagles, les Chiefs, les Dolphins, les Cowboys, les Jets et les Chargers. C'est quand même pas facile non plus, hein, le calendrier qui reste de Buffalo, donc va falloir en prendre, hein, des matchs. D'autant que les deux dernières victoires qu'ils ont, on peut pas dire que ça appelle un optimisme exacerbé, étant donné les conditions dans lesquelles ils gagnent. Ils battent les Giants de très peu, alors, nos amis Yaya, Charles, tout ça, Bertrand nous reparlerait d'une pénalité qui n'a pas été appelée, etc., etc., etc. Bon, on les connaît. Mais ils ont battu de justesse les Giants, et qui était avec Tyrod Taylor, si je dis pas de bêtises, à ce match-là. Ils ont battu la dernière fois leur dernière victoire, c'est pareil, c'était aussi un peu capillotracté contre les Buccaneers. Donc c'est vraiment voilà, c'est pas très très convaincant les Bills de ce début de saison. Après, comme on dit toujours, hein, il suffit de se qualifier, et puis des fois si t'es bon en janvier, ça peut suffire pour aller loin. On sait jamais. Dernière petite catégorie de ce bilan de mi-saison, les chers amis, votre moment un petit peu fort de un moment un peu rigolo, quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous plaît particulièrement. Est-ce que tu as un petit moment comme ça, mon Arthur, en stock? Alors moi, je vais partir sur un moment assez drôle. C'est le kick du running back de Houston. C'était C'était cette semaine, dimanche. Ça se passe à Tampa. Ça m'a fait rire et j'ai envie de garder ça comme moment préféré de la première partie de saison. Donc, je préfère retenir des trucs assez sympas que des trucs un peu plus glauques. Ah oui, bah, c'est sûr que c'est toujours mieux de garder des trucs un petit peu sympathiques. Mon cher Seb, toi? Alors, il a fallu que je réfléchisse beaucoup pour me dire, Ce qui voilà, t'arrive. qu'est-ce que je con ouais, ça m'arrive, ouais, je sais, étonnamment, ça m'arrive. Qu'est-ce que je conserve? Est-ce que ce sera une action? Est-ce que ce sera une perf? Est-ce que ce sera, une victoire ou une défaite? Et en fait, je me suis dit: «Non, c'est pas la peine d'aller chercher aussi loin». Moi, mon moment marquant, il s'est déroulé, quelques minutes après le kick-off du premier match de la saison, où on a quand même une équipe new-yorkaise qui a fait venir à prix d'or un quarterback superstar, qui affronte un rival de poule, quarterback superstar qui se pète définitivement pour la saison dès le troisième jeu. Alors c'est pas ça que je trouve réjouissant, hein, attention, parce que je ne souhaite de blessure à personne ni quoi que ce soit, mais voilà, il se passe ça. Et cette équipe réussit quand même à remporter le match en prolongation. Et je me suis dit, mais mes enfants, quelle vie! Mais quelle vie! Quelle époque on vit! Et je me suis dit, si la saison est lancée comme ça, on n'a pas fini d'avoir des surprises. Et j'ai quand même pas tort parce que jusqu'ici, on a quand même été servi en performance dingue et en victoire ou en défaite surprise. Et je me suis dit jusqu'ici, voilà, ce moment-là, ce match, et puis tout ce qui est eu autour, même tout le drama qu'il y a autour de l'arrivée d'Aaron Rodgers aux Jets, qui a quand même été un aimant qui a été l'aimant à attention de toute la pré-saison. Je veux dire, Arnox est chez les Jets. Tu pouvais pas ouvrir un site sportif US sans qu'on te tartine du Aaron Rodgers. En 3 minutes, c'est terminé. Et il se passe ça. Et il y a la saison actuelle des Jets qui est ce qu'elle est, mais qui réussissent quand même à se tenir la tête hors de l'eau, bon an, mal an, malgré toutes leurs difficultés. Donc voilà, mon moment, pour le moment, c'est ça. C'est le match du coup, le premier match des Jets, et non pas c'est pour éviter tout problème ensuite sur les réseaux sociaux. Oui. Ce n'est pas la blessure d'Aaron Rodgers, c'est le premier match des Jets. Voilà, Absolument pas. Voilà, c'est pas la blessure en elle-même, c'est tout le storytelling qu'il y a autour de ce club et de ce match à ce moment-là. C'est certainement pas la blessure d'un joueur qui me réjouit, hein. Attention, je suis très très clair là-dessus. C'est quand même là que tu vois qu'une saison peut basculer très rapidement, parce que quand on voit le déroulement de la saison aujourd'hui, on peut pas s'empêcher de se dire, les Jets avec Aaron Rodgers,
qu'est-ce que ça aurait pu donner quand tu vois le bilan où ils en sont avec Zach Wilson? Tu te dis, quand tu vois les Bills être un peu moins bien, quand tu vois tout ça, et ça aurait pu potentiellement, et ça peut toujours, hein, attention, toujours, hein, hein, ils peuvent toujours très bien se qualifier, il peut y avoir pas de souci là-dessus. les places vont être chères en AFC, Ah certes, oui, en AFC, mais c'est possible, tout est possible. En foot US, tout est possible. John, toi, il y a un moment qui t'a particulièrement plu dans ce début de saison. Ça peut être une performance des Bengals hein, contre les Lions, par exemple. Pardon, des Ravens, j'ai dit les Oh Bengals. mon Dieu, Non, mon Dieu. pardon. Attention, Flav. Oh mon Dieu, les Bengals. J'ai Vous avez... mélangé les torchons et les serviettes. Ah non, mais là, t'as mélangé les torchons et les torchons. Là. Ah, mais ça m'est complètement sorti de la tête, le Aaron Rodgers. Hein. Je me suis dit, mais merde, c'est pas alors quand tu m'as dit ce nom, ça m'a fait. Putain, c'est vrai il a joué trois Il a joué snaps cette et. saison. Oui, c'est ça, mais c'est ça, mais c'est pas ça qui m'a marqué. Bon, après, c'est sûr que là, on va pas rigoler sur une blessure. Si j'ai un moment, on va dire un peu fun, c'est pas sur le terrain, c'est plutôt dans les tribunes, c'est Taylor Swift. Tout le patatras qu'on fait Ah à bah oui. côté. Mais, Taylor Swift n'est pas en Allemagne, tel Kelsey est transparent, je sais pas. Taylor mais, Swift qui mais il y a fait son truc. il y a une vraie analyse statistique hein, sur les perfs Ouais, de c'est ça, ouais, Swift aussi, j'avais hein, vu le truc, ouais. c'est absolument dingue hein, quand même. Mais Alors est-ce que ça joue vraiment un rôle? Je sais qu'il y a après, des est-ce qu'il y a gens, du. Ouais. il y a des gens qui sont en train de vérifier si elle peut être au Super Bowl, machin tout, avec ses calendriers de concerts et tout. Bon, faudrait déjà que le Chiefs y Ouais, soit c'est aussi. Usher. Après, peut-être un duo avec Usher pour le Super Bowl à la mi-temps, je sais pas. Mais au moins s'il y a pas Après, dans les tribunes, tu vois. bon, après, je sais pas s'il y a de la country à Kansas City parce que c'est quand même un état très. Ouais, c'est plus du blues que de la. Bon, après, elle peut toujours s'adapter, mais c'est vrai que Taylor Swift, mais putain, quand tu me. Maintenant, j'ai encore l'histoire d'Aaron Rodgers en tête. Ouais, putain, dire que j'ai vu. Et cette entrée splendide avec le drapeau américain et tout, je crois que C'est ça ça, nous... voilà, putain, tu dis ça en plus tu joues une équipe avec les couleurs de Heineken, pardon pour la pub, mais putain. Ah bah maintenant on est obligé de citer 3 autres marques de bière, donc 1664 et puis c'est vous les spécialistes en Mais, bière, l'EF, Ouais, après je suis dans une région de bière, donc forcément, oui, ça voilà. me. Ah Je suis oui, en Alsace, donc. sinon on va nous tomber dessus, on va nous dire vous avez pas cité les Oui, 3 marques, voilà, donc c'est bon, c'est fait. Bip, pardon. Voilà. Bon, Titre. je dirais au boss de biper Ouais, voilà, le c'est nom ça. de la bière, il n'y a pas de C'est ça. souci. Mais Très c'est vrai, bien. Très bien, parfait les amis. Et tiens d'ailleurs en parlant de moments un peu sympas, c'est quand même c'est amusant de voir qu'avec la titularisation de Tommy DeVito ce dimanche, on va être au 10e rookie quarterback titulaire cette saison. C'est un record en NFL. C'est quand même voilà, ça montre un changement je sais pas, c'est un glissement de génération, je sais pas. Il y a du renouvellement cette année. Hein. Bon, il y en a qui n'ont pas le choix. Hein. Il y en a qui le font par choix, d'autres c'est un peu plus subi. Il y a des infirmeries qui sont pleines hein, aussi. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est comme ça. Après, tu sais, il y a des quarterbacks qui se sont révélés comme ça, on les attendait pas. Hein. Je veux Bien citer sûr. personne. Hein. J'en Un connais un. Brock. Un Brock. Coucou Brock. Comme d'habitude, les amis, avant de refermer ce podcast, le programme de la Week 10 qui commence ce jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 du matin, chez nos confrères de Beansport, avec un match au sommet, les amis. Un formidable Chicago Bears contre les Carolina Panthers. Je crois qu'on tient le match prime time de l'année. Je crois qu'on est sur du très gros dossier. Ensuite, il y aura le dernier match en Allemagne de la saison. Ce sera encore à Francfort. Ce sera un duel entre les Patriots et les Colts. Et nous serons avec l'équipe de TFA en direct du stade de Francfort pour vous faire vivre cette rencontre. C'est à 15h30 dimanche. La célèbre Red Zone à partir de 19h le dimanche avec un somptueux Ravens contre les Browns de Cleveland. Celui-là, il va être attendu. Hein. Je pense que on va le regarder celui-là. Hein. On aura aussi les Bengals qui vont recevoir les Texans, les Jaguars qui vont recevoir les 49ers, ce qui n'est pas inintéressant non plus, d'ailleurs, quand on connaît la forme des Jaguars de Jacksonville, 2 équipes qui sortent de bye week, si je dis pas de bêtises, qui étaient en repos la semaine dernière. Les Vikings qui affrontent les Saints de la Nouvelle-Orléans dans un remake du célèbre miracle de Minnesota. Les Steelers contre les Packers, les Buccaneers qui reçoivent les Titans, les Cardinals qui reçoivent les Falcons d'Atlanta. Voilà,
Ça se passe de commentaires. À 22h05, les Chargers de Los Angeles qui reçoivent les Lions, les Cowboys qui reçoivent les Giants. Voilà, pas d'autres commentaires, très bien. Et les Seahawks qui reçoivent les Commanders. 2h20 du matin, on continue dans les matchs en prime time de génie avec les Las Vegas Raiders qui reçoivent les Jets de New York. Et on terminera mardi à 2h15 du matin par un somptueux Buffalo Bills contre les Denver Broncos. Des gros matchs en prime time pour cette 10e semaine de compétition. On remercie la programmation aux États-Unis. C'est ceux qui vont se lever, qui vont faire les résumés de la nuit. Et chapeau, les amis, j'ai envie de dire. Pense à ceux qui doivent faire la preview de certains matchs aussi. C'est ça, oui. Encore, toi ça va, si tu vas faire la preview des Red Zone, ça va, t'as quand même les 49ers Jaguars, t'as les Browns Ravens, c'est mieux que quand on faisait des lives pour faire la preview du Thursday Night Football, tu vois. Clairement, parce que là, tu te tapes à faire la preview pendant 40 minutes de Bears Panthers sans vouloir offenser personne. C'est quand même pas, tu vois, faut ramer pour trouver des trucs à dire, hein, quand même. C'est quand même pas simple. Les amis, merci beaucoup. Juste avant de refermer ce podcast aussi, vous rappelez que vous retrouvez l'équipe de Tailgate à 17h30 dimanche avec Yaya qui sera avec Seb et Bertrand, je pense, pour vous présenter toutes les affiches de la Red Zone. Ce sera à 17h30 en direct sur Twitch et sur YouTube. Et nous, on se retrouve à partir de mardi sur toutes les plateformes d'écoute pour pour débriefer cette 10e semaine de compétition. Si vous voulez faire comme John et un jour venir avec nous dans un podcast, n'hésitez pas, vous contacter sur les réseaux sociaux, vous envoyez un petit message sur le compte de The Free Agent et on se fera un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup John, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. C'était fort sympathique, hein. Merci à vous. Et si jamais, s'il y a toujours pour discuter à propos de Baltimore, je serai là parce que je m'auto-proclame plus grand fan de la franchise, hein. Et de toute façon, on invite toujours pendant les podcasts de preview, notamment de playoff, et comme il y a de fortes chances pour que vous y soyez, on aura l'occasion de se revoir très probablement pendant la saison. Et un petit coup de promo juste, si jamais il y a des fans de Baltimore qui m'entendent, il y a un groupe qui s'appelle Ravens Nation France, qui est tenu par plusieurs d'entre nous, on est quasiment une centaine. Donc si vous voulez la rejoindre, vous envoyez un message. C'est sur quelle plateforme ? Sur Facebook. On tape juste Ravens Nation France et c'est un groupe qui est privé. Vous demandez l'acceptation et tout. On accepte pas que les fans de Baltimore. Hein, on a la preuve, on a un fan des Steelers dans notre groupe. Donc, voilà. Et on aime bien se taquiner entre nous comme ça. C'est de la bonne taquinerie. Comparé aux autres groupes où je suis, des groupes trash talk de discussion, là, ça va jusqu'à la guerre, quoi. Donc, on salue alors tous les membres de la Ravens Nation France. Ça nous fera très plaisir. On les salue et n'hésitez pas à aller les rejoindre si vous êtes fan de Baltimore. Seb, merci beaucoup. On se dit à quand ? On se dit à lundi, nous, pour le podcast de lundi. Et à dimanche, toi avec les auditeurs pour le live spécial Red Zone. Et Arthur, on se revoit la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera le débrief lundi, qui sera disponible à partir de mardi. Et le mercredi, on enregistrera un podcast spécial arbitrage. Alors normalement, ce ne sera pas moi, ce sera Yaya qui l'animera avec Vince, avec Arthur et avec Bertrand. Donc une équipe un peu renouvelée pour vous parler de tout ce qui s'est passé autour de l'arbitrage depuis le début de saison, des règles éventuellement modifiées, etc., etc. Ce sera un podcast un peu spécial. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Voilà, chers amis, on vous dit à tous une excellente journée si vous nous écoutez en journée, une excellente soirée si vous nous écoutez le soir, et on se retrouve très vite sur les antennes de TF1. Salut tout le monde. Ciao, bye. Bye bye.